Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une bataille, ni d'un militaire qui aurait marqué son temps. Non, non, non. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme qui a défié l'Empire allemand pendant la Première Guerre mondiale. La famille de Bettini s'est tissée au sein de la bonne société tout au long du XIXe siècle grâce au commerce de la porcelaine. Ainsi, les 6 premiers enfants de Julienne Marie-Mabille de Poncheville et d'Henri Maximilien de Bettini reçoivent une bonne éducation catholique. La 7e, Louise, née le 15 juillet 1880 à Saint-Amand-les-Eaux, bientôt suivi par le petit dernier, Napoléon, surnommé Léon. C'est à cette époque que le train de vie de la famille jusque-là luxueux vacille. 3 ans plus tôt, devant une concurrence féroce, une pénurie de bois et la hausse des prix du charbon, le père fut forcé de vendre l'entreprise familiale ainsi que la maison. Malgré les problèmes d'ordre financier, il est décidé que Louise aura la même éducation que les autres, à savoir prestigieuse et catholique. Ainsi, à 7 ans, elle est envoyée au pensionnat des dames du couvent de la Sainte-Union du Sacré-Cœur à Valenciennes. Je garde encore le souvenir vivace de ma cousine Germaine avec laquelle je me retrouvais chez notre grand-mère, rue Capron, à Valenciennes. Louise avait alors une 12aine d'années. Nous étions toutes deux élèves des dames de la Sainte-Union, elle comme pensionnaire, moi comme externe. Elle montrait déjà un caractère vif, enjoué. Oui, Louise était très gentille, très intelligente et faisait preuve de beaucoup de personnalité. En 1895, la famille déménage à Lille, et un an plus tard, Louise obtient son brevet simple, comptant bien décrocher le brevet supérieur pour ses 18 ans. Sauf que, une règle de l'inspection académique stipule qu'il faut attendre 3 ans entre le passage du brevet simple et celui du brevet supérieur. Mais attendre, c'est hors de question pour quelqu'un comme Louise. Elle tente quand même de s'inscrire et elle est refusée. Coincée par la légendaire administration française, elle demanda alors à son père le droit de partir étudier en Angleterre. Cette pratique était courante dans les bonnes familles, même si on envoyait généralement des garçons. Au début, son père refuse, mais après des débats houleux pendant plusieurs jours, il finit par accepter. Nous sommes donc en 1898. Louise a 18 ans et s'embarque pour l'Angleterre, direction le pensionnat des Ursulines, dans l'Essex, puis à Londres, ensuite Wimbledon et enfin Oxford. Pendant des années, la jeune femme étudie les langues et gagne en indépendance. Le rêve prend fin en avril 1903 lorsque son père décède brusquement. Elle revient alors à Lille pour soutenir sa famille. Elle termine ses études 3 ans plus tard à la faculté des lettres de l'université de Lille. À ce stade, elle parle couramment le français, l'anglais, l'italien, l'allemand et se débrouille en russe, en tchèque et en espagnol. Nous sommes en 1906. Louise est polyglotte, mais complètement paumée. D'un côté, elle a envie de vivre sa foi et d'entrer dans les ordres pour que cette société machiste lui foute la paix. D'un autre, elle a soif d'aventure et d'indépendance. Elle décide finalement de devenir gouvernante, ce qui est un très bon move. Déjà parce qu'elle parle plusieurs langues, mais aussi et surtout parce qu'elle a une culture française, ce qui était vu comme étant très classe dans les hautes sphères de la société européenne. Si tu veux que ton enfant devienne diplomate, il faut qu'il parle la langue de Molière, et quoi de mieux pour cela que d'embaucher une gouvernante française. Son premier job est auprès du comte Visconti de Modrone, Visconti di Modrone, à Milan. Puis elle part en Autriche au service du comte Mickiewicz, près de Lemberg. De 1911 à 1912, elle officie au château de Worlich, pour le prince Fürst Karl Schwarzenberg. Enfin, elle est embauchée au château de Holleskloh, chez la princesse Elvira de Bavière. C'est là qu'elle fait la rencontre d'un personnage que vous connaissez peut-être si vous avez vu mes vidéos sur le labyrinthe, un dénommé Ruprecht de Bavière. Les deux personnages se lient d'amitié et passent de longues soirées à jouer aux échecs. Pourtant, Louise a le mal du pays, et alors qu'on lui propose d'être la gouvernante du prince héritier François Ferdinand et de Sophie de Hohenberg, ce qui, entre nous, aura été la consécration, elle retourne en France, chez sa mère. Là-bas, elle se fait opérer de l'appendicite et s'apprête à entrer dans les ordres chez les carmélites. Elle ne se doute pas une seconde que la guerre va éclater d'un instant à l'autre. Car nous sommes en 1914, vous connaissez la musique. Les troupes allemandes entrent en Belgique et commettent de nombreuses atrocités qui sèment la haine et l'effroi parmi les Français. Comme tout le monde, Louise commence à détester les Boches. Lille est abandonnée par l'armée française, et rapidement, la 6e armée allemande débarque et bombarde la ville, défendue par une poignée de territoriaux. Les 11 et 12 octobre, Louise et sa sœur Germaine vont participer comme elles le peuvent à la défense, en distribuant des munitions et en s'improvisant infirmières. Le 13 octobre, la ville capitule officiellement. Pourtant, la résistance s'organise déjà, et donne des vêtements civils aux soldats pour qu'ils ne se fassent pas capturer. Louise et sa sœur deviennent alors infirmières où elles soignent à la fois français et germaniques. À la Croix-Rouge, mais aussi à l'hôpital des Filles de la Charité,
où on a bien besoin de gens sachant parler allemand. Louise sera traitée de collabo pour ça, mais qu'importe. En attendant, la ville est totalement coupée du reste de la France, et les réfugiés n'ont aucune nouvelle de leur famille. Raison pour laquelle est créée la Poste Famille, une association secrète qui embauche des jeunes femmes pour passer en zone libre et distribuer le courrier en passant par la Belgique puis par les Pays-Bas, restés neutres. J'ouvre une parenthèse. Notez que pour éviter ce genre de déconvenus, les Allemands construisent à partir d'avril 1915 une clôture barbelée électrique tout au long de la frontière. Sobrement nommée la ligne de la mort, elle est gardée par des éléments de la Landsturm qui n'ont pas très envie d'être là et sont donc aisément corruptibles. Au pire, les espions passent pour des contrebandiers. À côté de ça, de nombreuses façons de passer cet obstacle électrifié sont imaginées. Tunnel, échelle, soit la perche, les idées ne manquent pas. Fin de la parenthèse. Si vous pensez que c'est un taf dangereux, dites-vous que ça l'est. Pour éviter d'être découvertes, les jeunes femmes cachent leurs messages sous leur jupon. Et un beau jour de printemps 1915, Monseigneur Alexis Armand Charot, l'évêque du diocèse de Lille, demande à Louise d'emporter pas moins de 300 lettres en France. Et bien sûr qu'elle accepte. Seulement, absolument rien ne va se passer comme prévu. Elle se fait recaler à Orsonval, puis retente sa chance à Péronne. Et là, elle tombe sur l'armée allemande qui fouille les hommes comme les femmes. Louise est sur le point de se faire démasquer.